Bienvenue dans la coupure. J'accueille aujourd'hui le cofondateur et PDG, DG, c'est ce qu'on veut, Absolument, pote, de, guitariste. de Begelstein, Thierry Veil. Bonjour Thierry. Bonjour Ludwig, merci de m'avoir invité. Merci à toi. Tu connais un petit peu le programme. L'idée, c'est de te présenter toi, ta carrière, Begelstein, et de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, vos nouveautés, etc. etc. Donc, pour que les gens qui nous écoutent, dis-nous un peu qui tu es. C'est toujours intimidant de regarder derrière. Je suis Thierry Veil, je suis le cofondateur avec Gilles Abécassis de Begelstein, qu'on a fondé en 2011. Donc ça va faire bientôt 14 ans. On a aujourd'hui 83 restaurants. On en a ouvert un la semaine dernière. Principalement en France, mais pas que. Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse. Et puis, on est en train d'en ouvrir sur d'autres continents, donc c'est un nouveau gros challenge. On n'a plus que 3 succursales, le reste est en franchise. On est aujourd'hui un acteur majeur de la franchise en casual food. Il y a des étiquettes partout, donc on va mettre casual food comme étiquette, sinon ça veut dire restauration rapide, avec du mot anglais. Et on a un beau développement. On a une spécificité, c'est qu'on est à la fois franchiseur et fournisseur, puisqu'on fabrique tout ce qu'on vend. D'accord. On a une cuisine centrale à Pantin. On fabrique tout et on le fabrique en frais, sans conservateur, sans produits chimiques, rien de surgelé. Et on va livrer tous les 2 jours nos 83 restaurants. Même en Allemagne. Même en Allemagne, absolument. Et ça nous donne une spécificité. Je pense qu'on serait beaucoup plus riche si on avait fait des concessions là-dessus, mais c'est un des piliers de la marque Begelstein. On a 2 piliers principaux. On a un ton et une communication irrévérencieuse, borderline, et on a une qualité de produit qu'on garantit parce qu'on les fabrique nous-mêmes. Donc, sont les 2 hélices de l'ADN de Begelstein. Trop bien. Et 14 ans donc de création. Ouais, 14 des ans. hauts, des petits bas. Ah ouais, non, des très hauts et des très bas, hein, ne nous leurrons pas. Ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale. Moi, je suis pas né pour être entrepreneur. J'étais un excellent soldat salarié pendant des années. Et puis, à force de rencontres, à force de réflexion sur le sens que je voulais donner à ma vie, j'ai plongé dedans. Et forcément, c'est une aventure de vie avec une amplitude qui est incroyable, avec des écarts types de ouf. Mais c'est ce que j'ai choisi et c'est ce qui, à mon sens, me nourrit dans ma quête de sens. Donc oui, un jour j'écrirai un livre, je ne sais pas s'il sera lu, mais j'aurai le plaisir de l'écrire. Des hauts, des bas, des moyens, du sel et du poivre. Et finalement, quand on est restaurateur, est-ce que c'est pas la quintessence? Et est-ce que tu as vu, moi, ce que j'ai vu dans la restauration, même dans la franchise, tu as des vagues de mode, pas mode. Il y a eu, un jour, ça a été le burger, il y a eu le bagel, il y a eu quelques enseignes qui se sont montées, il y en a eu d'autres, le poké, etc. Est-ce que toi, tu as vu ces vagues-là? Première question arrivée, et tu les as vues aussi partir, est-ce que tu as surfé dessus de ça? Et est-ce que finalement, comment on tient 14 ans en faisant de la croissance, etc., malgré que les vagues passent? Ouais, c'est une super question parce que quand on est arrivé en 2011, le bagel n'était pas du tout connu. J'en veux pour preuve que les gens appelaient ça un bagel. Même la prononciation n'était pas acquise. Et on a grandi sur ce marché. On a grandi vite parce qu'on avait cette communication borderline qui est ultra difficile à assumer. Je tiens quand même à le dire. On a l'impression que c'est facile et qu'il suffit de faire le con et de sortir des blagues. Pas vrai. On est une des rares enseignes qui accepte que des gens nous détestent. Et je te mets au défi d'en trouver beaucoup d'autres parce que accepter de ne pas être consensuel, c'est pas simple et c'est très difficile à porter. Mais ça nous a permis de créer la marque et de lui donner une épaisseur et une dimension. Forcément, dès qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire dans ce milieu-là, c'est très vite copié. Et donc, en toute humilité, on a contribué, je ne dis pas que nous sommes les créateurs, mais on a contribué à faire émerger le bagel en France. Très vite, il y a eu des dizaines de copies. Nous, on a fait aussi des dizaines de procès. Hein. et je dois dire que
c'est rarement les gens qui sont meilleurs que vous qui vous embêtent. Hmm. C'est ceux qui essayent de vous atteindre. Et on a malheureusement subi ce genre de choses. Mais la nature ayant horreur du vide, au bout d'un moment, les choses se sont calmées. Et la vague du bagel, pour rebondir sur tes propos, a diminué. Et ne sont restés que ceux qui avaient une vraie valeur ajoutée à apporter, et pas ceux qui copiaient en permanence. Aujourd'hui, nous, on reçoit des franchisés. On ouvre entre 15 et 20 restaurants en France par an. Ok. Je reçois des franchisés et une de leurs craintes, c'est mais est-ce que ça ne va pas passer de mode ? La mode, elle est loin derrière nous. La récurrence d'un concept qui sert du bon, du frais, dans un environnement drôle, avec une vraie identité, une vraie expérience client, elle a encore de beaux jours devant elle. Après, le fondement de l'existence et de la pérennité dans la restauration rapide, c'est le renouvellement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... Le jour où tout marche, c'est ce jour-là qu'il faut tout foutre à la poubelle. Et c'est extrêmement difficile. Et je dois dire que avec Gilles, on s'appuie sur des équipes extraordinaires parce que se réinventer, se remettre en question en permanence dans un environnement comme celui-là, c'est pas simple. On l'a fait en 2024, où en fait... je suis tombé en 2023 sur une photo du premier jour, qui était le 4 janvier 2011 à Strasbourg, le premier menu board. Okay. Et je suis retombé sur cette photo et je vois que les recettes que j'ai en 2023 sont à la virgule près les mêmes que j'avais en 2024. Sauf que ce qui coûte 7,50 aujourd'hui en tant que bagel coûtait 3,80 à l'époque. Ouais, et la question, c'est de se dire jusqu'à quand le client final peut accepter une élasticité. Et jusqu'à quand il va payer 2 fois, 3 fois, 4 fois le prix pour exactement la même chose. Donc, avec toutes les équipes, on a une direction opérationnelle, on a des R&D, on a de la com. C'est devenu, chez nous, ça s'appelait The Projet, ZE, pendant l'année 2023. Et on a retravaillé pour réinventer notre carte. Okay. Ça paraît anodin. Pour nos clients, ça a été vécu comme une petite évolution. Pour nous, franchiseurs, et surtout pour notre précieux réseau de franchisés, c'est une totale révolution. Parce que qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris nos 9 recettes historiques et on en a fait 3 gammes. La gamme historique, on l'a réduit de 9 à 4. On peut dire, bon, bah, c'est juste, on supprime des lignes. Pas du tout. Demande à McDo de supprimer son filet aux fiches, ses frites, pas le Big Mac, et un Royal Cheese, c'est compliqué. Nous, on s'est retrouvés avec un franchisé à Clermont-Ferrand qui me dit mais Thierry, la mousse de thon, tu m'as enlevé la mousse de thon, mais je ne vends que ça à Clermont-Ferrand. Non, attends, ça fait 2% de tes ventes. Oui, mais c'est celui que ma femme préfère. Ah oui, d'accord, ok, on n'est plus dans le même sujet. Donc, on a supprimé des recettes, on a gardé 4 recettes iconiques, ça s'appelle la gamme iconique, et on lui a adjoint 2 autres gammes. Une gamme moins chère, d'accord, qui commence entre 3,50 et 4,50, où la taille du bagel est un peu plus petite pour ne pas cannibaliser le reste de la carte. Et on est sur des recettes gourmandes, on est sur du poulet taille aux herbes fraîches, on est sur des œufs brouillés avec du cheddar fondu et du bacon de dinde, on est sur une recette végane, on est sur quelque chose de gourmand avec une taille un peu plus petite et qui est une entrée de gamme. Et on a adjoint une 3e gamme, qui est une gamme plus premium, qui s'appelle Signature, où on a lancé des bagels chauds. Et on est les seuls aujourd'hui à faire ça. Ces bagels chauds sont des recettes gourmandes qui viennent empiéter sur le marché du burger. On ne fait pas des bagels avec un steak haché, mais on va avoir des recettes comme par exemple du poulet pané avec une sauce saté, des herbes fraîches et un coulis de poivron. On va avoir un filet de cabillaud avec une sauce tartare et un coleslaw. On va avoir du pulled beef avec un chutney d'oignon et du cheddar fondu. Voilà, donc des recettes plus gourmandes qui permettent d'avoir une vraie triple gamme à offrir. Est-ce que ça permet pas aux gens qui pourraient se dire ah le bagel moi c'est vrai que souvent quand on en parle autour tout le monde dit ah j'adore le bagel mais peut-être que des fois on a l'impression que ça peut paraître moins gourmand qu'un burger ou autre chose et là est-ce que tu viens pas contrecarrer ça en disant mais maintenant j'ai l'offre un peu plus gourmande plus Absolument et c'est quelque chose qui est aussi venu de nos études de marché où on a découvert que
presque 60% de notre clientèle était composée par des femmes parce que les hommes avaient le sentiment ou la peur de ne pas être suffisamment rassasiés. Okay. C'est aussi pour ça qu'on a lancé, il y a 2 ans maintenant, nos frites, qui a été aussi une révolution dans la mesure où un des facteurs clés de succès de Begelstein, c'est de ne pas avoir d'extraction. Tu sais que dans un restaurant, il faut une hotte, il faut pouvoir extraire. Nous, dans la mesure où rien n'est cuit sur place, on n'a pas besoin d'extraction. Mais si on veut des frites, on a longtemps travaillé sur des air fry. Pour moi, ce n'est pas validé. La qualité ne me convient pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a trouvé des friteuses sans extraction. Ça permet de cuire sans fumée, sans odeur, et où on n'a pas besoin d'extraction dans le local. Ça a été game changer, et ça nous a permis de redonner une nouvelle dimension à notre offre. Et là aussi, on a permis de rebondir sur des marchés qui nous étaient interdits à ce moment-là. Donc, tout ce renouvellement, il est intense, parce que j'ai des équipes qui y travaillent. Il permet de ne pas stagner. Et j'avoue que ça fait partie de notre métier que de convaincre des franchisés. On ne les oblige jamais parce qu'il y a des investissements. Ces investissements sont assez lourds. Avoir ces bagels chauds, c'est lourd. Avoir cette friteuse, c'est lourd. Mais c'est à nous de leur prouver que ces investissements s'amortissent et permettent de redonner un nouveau lien avec leurs clients. Ouais, c'est générateur de chiffre d'affaires derrière. Peut-être que tu augmentes ton panier moyen aussi avec les frites ou avec le bagel chaud, etc. Que tu n'as pas forcément. Et peut-être que tu as aussi une offre aussi maintenant entrée de gamme pour aussi. Je sais pas, ça peut être une offre étudiante pour les enfants. Qui ont pas On vient de lancer un menu à 9,90, 4 items, avec un bagel frais, des frites, une boisson et un dessert. Okay. Alors, on s'interdit d'aller sur des 5 €, 5 items. J'allais t'en parler, la guerre des prix. Ouais, je rentre pas là-dedans, mais on arrive à faire une offre quand même compétitive. Trop bien. Après, on est dans un monde qui a tellement évolué, et je grenouille beaucoup dans le monde de la food tech. Ça fait 4 ans que je répète, même plus, c'était bien avant Covid, que je répète à mes franchisés, ne vous contentez pas d'attendre que votre client achète, vendez. Et la différence est énorme. Mais l'expérience client et le discours client fait partie de tout ça. Et nous, on est des storytellers et on apporte de la substance pour que nos franchisés puissent créer des liens avec leur clientèle. Sauf que, qu'est-ce qui se passe ? Arrivent les bornes de commande. Et moi, je répète qu'il faut parler avec les clients. Et en fait, quand on a des bornes de commande, l'expérience client, c'est la commande 23, elle est pour qui ? Donc, c'est assez complexe et il faut qu'on s'adapte aussi à ça. Parce que j'ai longtemps refusé ces bornes de commande jusqu'au moment où on les a testées et où les résultats ont été bluffants. Donc, parce que pour le coup, elles vendent. Pour le coup, exactement. Tu as tout résumé. Pour le coup, elles vendent. Et moi, je répète depuis le début, et c'est des chiffres vrais, qu'il y a 30% de chiffre d'affaires en plus quand on vend un client par rapport au fait d'attendre que le client achète. Et on l'a vu avec... nous, aujourd'hui, on se repositionne beaucoup. On n'est pas les seuls, on n'a rien inventé, en bagels et coffee shop. Okay. Parce que ce marché... Et on y a une vraie légitimité. Parce qu'on a on a nos bagels, on est connu pour nos bagels, mais on fait... plus du tiers de notre chiffre d'affaires avec des pâtisseries faites maison, nos cookies, nos muffins, nos cakes, nos cheesecakes, nos crumbles. Aujourd'hui, nos cakes sont même vendus au lounge Air France à Orly et à Roissy. On a une vraie démarche qualitative là-dessus. Et ça nous génère aussi une légitimité sur le goûter et sur le petit-déj. Donc ce Bagels et Coffee Shop, il est important pour nous. Il est parti d'un constat aussi qui était de dire, mais on ne faisait à l'époque que 3% de notre chiffre d'affaires en boisson chaude, alors qu'on a cette légitimité. On a changé notre fusil d'épaule, on a travaillé un vrai blend de café qui est le blend Begelstein avec un torréfacteur, où le café, il vient du Mexique. Il a été sélectionné pour nous dans une coopérative de femmes qui permet à ces femmes d'avoir un travail et d'avoir une indépendance. Et il a un goût qui a été travaillé pour faire écho au petit goût caramélisé du bagel. Quand on vous explique ça, vous avez une seule chose, c'est envie d'acheter un café. Mais il faut le dire. Mais il faut le dire. Il faut l'expliquer. Exactement. Et c'est tout. Parce que j'ai longtemps eu
J'ai eu une franchisée qui un jour me dit, tu te rends compte ? J'ai fait 40 000 tickets cette année. J'ai fait 40 000 actes de vente. Je lui ai dit, tu te rends compte que si tu augmentes d'1 € chaque ticket, tu as dans ta poche 40 000 € à la fin de l'année en plus. Comment on fait pour faire 1 € de plus par ticket ? On vend un café tous les 3 tickets. C'est tout. Mais moi, je vais te mettre à disposition tout ce storytelling. Après, à toi de faire le job. Ok, c'est pas à toi de prendre leur place non plus dans leur boutique. C'est tout le sens de la franchise. Moi, je mets à ma disposition une marque, un savoir-faire, une animation, un soutien. On est extrêmement présent dans notre accompagnement avec nos franchisés. Moi, je passe mon temps à dire que tous les problèmes que mes franchisés rencontrent, je les ai rencontrés et je les ai résolus. Et que maintenant, mon métier, c'est de partager ça avec eux. On a des groupes WhatsApp parce que c'est encore aujourd'hui le moyen le plus simple de communication, mais on a aussi des outils comme Cerca avec lesquels on travaille, qui sont des vrais outils de formation, de sondage qui nous permettent de travailler avec eux. Le Covid a changé la relation. Avant, on y allait. Maintenant, on passe beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus efficace à faire des réunions téléphoniques et à faire des Zooms. Du coup, ça a augmenté la proximité entre eux et nous. Donc, il y a eu un rapprochement avec l'éloignement physique, ce qui est paradoxal. Et ça, c'est trop bien. Et est-ce que tu vois, c'est quoi ton avis ? Moi, je vois de plus en plus de restaurateurs, qu'ils soient des petits, des moyens, des gros, des franchises, des indépendants, se dire que le nouvel axe de croissance, c'est le B2B. Il y a 2 questions dans ça. C'est est-ce que tu crois à ça ou pas du tout ? Et la deuxième, c'est comment construire un business model qui est B2C centré depuis 14 ans et le serait inventé pour justement attirer petit à petit cette offre-là où j'entends souvent dire en ce moment, tiens, les restaurants qui font du traiteur, notamment, à la fin de l'année, tu parlais des 1 € en plus, à la fin de l'année, tu fais du traiteur, c'est aussi 20, 30, 40, 50 000 € en plus sur le PNL. C'est une super question et malheureusement, je n'ai pas toute la réponse. Ce que je sais, c'est que nos franchisés, et d'une manière, les franchisés en général, dans mon métier, ils n'ont pas naturellement les clés pour aller taper à la porte et faire du B2B. C'est très compliqué et c'est à nous, franchiseurs, de leur fournir des outils. Mais l'accompagnement, c'est presque un autre métier. Et la réflexion, elle est peut-être de se dire, est-ce qu'on ne doit pas mutualiser, nous, en tant que franchiseurs, des task force pour aller travailler ce B2B et en faire profiter nos franchisés. C'est peut-être un axe de travail, mais c'est vraiment un nouveau métier. C'est-à-dire que ils sont très réactifs sur le B2C, sur la relation de proximité, et ils sont beaucoup plus perdus dans une relation de B2B. Alors qu'il y a des vrais marchés, alors ça dépend des endroits aussi, mais il y a des vrais marchés à aller chercher. Et j'avoue qu'on a, nous, Begelstein, une grosse carte à jouer, puisque, comme expliqué, nous fabriquons nous-mêmes nos bagels. Et on a, par exemple, une offre de mini bagels qui, pour l'événementiel et pour le B2B, a un vrai sens. Et c'est pire que ça. On a une fois été contacté pour faire, à l'ambassade d'Irlande, la fête de la Saint-Patrick, avec, je crois que c'était 1200 mini bagels. Ça m'a pris 2 minutes et 2 €, où je suis allé acheter une bouteille de colorant vert, et les mini bagels étaient tous verts. Et on sait personnaliser ce genre de choses. Donc, mais je te rejoins, aujourd'hui, le télétravail a changé encore une fois la donne. Ce monde change toutes les 5 minutes. et c'est vrai que l'axe B2B permet de compenser une partie de la perte du chiffre d'affaires qu'on a tous connu en 2024 lié à ça. Moi, j'entends souvent dire maintenant on bosse 3 jours et demi par semaine dans la restauration. C'est malheureusement vrai. Et les chiffres, je ne parle pas là que de Begelstein, mais de l'ensemble de la restauration rapide, on est à un moins 7% de fréquentation sur 2024. C'est la première année où il y a une baisse de fréquentation dans la restauration rapide. Alors après, les tickets moyens, parce qu'il y a eu une période inflationniste qui n'est pas forcément très saine, mais a permis de compenser ça. Maintenant, le client, il n'est pas dupe, il est très regardant sur son pouvoir d'achat, et l'augmentation du ticket moyen doit pouvoir se matérialiser par un changement de proposition aussi pour qu'il s'y retrouve. Donc, c'est ce qu'on a fait nous en 2024, pour le coup, nous, Begelstein, avec notre offre de Bagel Show, mais il faut trouver maintenant encore d'autres axes.
Et ouais, c'est vrai que, enfin, en tout cas, nous, c'est vrai qu'on a souvent ce point-là, des gens qui nous disent, mais comment font les autres sur la partie B2B? J'ai l'impression que c'est un peu le nouvel Eldorado, parce qu'on se dit c'est un relais de croissance, notamment quand justement le B2C a un peu de perte de vitesse, mais rarement les gens savent l'opérer de A à Z finalement. Et ça nécessite des vraies procédures et un vrai savoir-faire, parce que le démarchage des années 70 où on va frapper à la porte en costume de VRP en disant je fais des super bagels ou des super burgers ou des super pizzas, ça ne fonctionnera pas. Après, il y a encore d'autres phénomènes. Vous allez à la Défense, il y a 3 tours sur 4 qui ont une cantine dans leur tour, mais vous avez aussi 80% des gens qui, au moins une fois par semaine, en ont marre de manger dans la cantine. Donc, il y a des marchés à adresser. On a même les opérateurs de restauration collective qui viennent chercher des acteurs de la restauration rapide pour les intégrer dans leur offre. Ça aussi, c'est des vrais enjeux. Pour nos restaurateurs, il y a, sur un autre axe, il y a aussi le travel retail qui a beaucoup évolué et qui prend de plus en plus de place avec une espèce de lobbying de ceux qui contrôlent les gares et les aéroports. Qui vendent des baguettes. Toi, tu y es en gare et aéroport? Pas en aéroport, mais oui, on est en gare parisienne et on vient de signer aussi la gare de Nancy. C'est assez fascinant. Ça nous a obligés à nous réinventer parce que nous, on a grandi avec un système qui est le bagel vous est monté sous vos yeux. Ce qu'on n'a pas le temps de faire dans une gare. Donc, faire des bagels à l'avance, ce n'était pas du tout notre ADN. Mais ça nous a permis de nous réinventer et puis de tirer des process et des modes opératoires qu'on a pu réexpédier dans d'autres... Trop bien. Ouais. Et comment marche le binôme de Begelstein? Qui gère? Est-ce que vous avez des prêts carrés chacun ou est-ce que vous vous montez dessus tous les jours? Entre Gilles et moi? Ouais. Non, on fait beaucoup de choses à deux. Okay. On n'est pas du tout toujours d'accord et on est obligé de prendre une position. Donc parfois c'est lui qui cède, parfois c'est moi qui cède. Ça c'est toujours dans le respect. Je dirais que lui, il est plus sur le développement France, il est sur toute la partie construction, architecture, travaux, organisation de tout ça. Et Dieu sait que quand on ouvre 15 à 20 restaurants par an, c'est du taf. Il est beaucoup sur la partie marketing, communication et sur la food. Après, moi, je gère la boîte au sens gestion. C'est quand même une sacrée machine. Et je m'occupe alors de la food avec lui et du développement international pour le coup. Ok. Donc l'international, pour toi maintenant, c'est la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne. Ouais. J'ai vu l'Angleterre un peu. Ouais, on a des grosses pistes en Angleterre. Ça avance bien. Là, je reviens d'Inde où on a signé nos premiers franchisés, donc qui ouvriront, je pense, probablement début deuxième trimestre 2025. Comment on opère une ouverture en Inde? Parce que là, ils ne vont pas recevoir depuis la cuisine centrale. Non, mais encore qu'on est aussi beaucoup là sur le Moyen-Orient, où eux, ils veulent absolument que ça vienne en surgelé de la cuisine centrale de Paris, parce que le Made in France a une vraie valeur. En Inde, ce n'est pas possible pour plein de raisons, des raisons de coût, puisque le coût moyen du bagel fabriqué et transporté jusque là-bas, il est beaucoup trop élevé pour le marché local, mais aussi pour des raisons de taxes à l'importation qui rendent vraiment le prix prohibitif. Donc, il faut qu'on trouve des partenaires là-bas. Et en fait, tout sera fabriqué en Inde, avec des contrôles qualité qu'on est en train de mettre en place. On a des partenaires avec lesquels on travaille là-bas. C'est la même chose pour les géants américains, les McDo, Five Guys ou BK. Et ils ont aussi trouvé des fabricants de buns qui leur garantissaient donc, une qualité similaire, quoi. Voilà. Ok. Et ouais, mais d'un côté, tu es obligé un peu de donner tes recettes. Ça va faire peur. C'est forcément ça. Ton savoir-faire. Absolument. Mais je dis, si McDo et BK l'ont fait, alors tentons aussi. Trop bien. Et là, dans ce cas-là, j'ai cru comprendre qu'il y a plusieurs modèles. Tu as le master franchisé, tu as l'opérateur sur place qui lui-même va avoir des masters franchisés. Enfin, comment vous avez opéré ça? C'est vous en direct? Non. On a eu tellement d'emmerdes avec les nous en direct. On a testé beaucoup de modèles. On a testé. Donc même en Europe, c'est plus vous en direct? Ouais, non. Alors non, on a testé des ouvertures à nous. C'était une catastrophe.
dans d'autres pays avec d'autres règles sociales, opérer comme ça a été vraiment difficile. On a testé des franchisés en stand-alone qui ouvrent un ou deux. C'est beaucoup de travail pour pas grand-chose. Et finalement, c'est sur le thème de la master franchise. Alors, c'est moins rémunérateur puisqu'on divise par 2 les montants que eux ont choisi de surcroît, puisque c'est eux qui déterminent. Mais ça nous permet d'aller plus vite. Et là, en Inde, typiquement, c'est un master franchisé qui va sous-franchiser. D'accord. Et c'est lui, là, en fait, il y avait le salon de la franchise à Mumbai auquel on a participé, Gilles et moi. Et c'était lui qui avait un stand qu'on a animé, mais c'est lui qui fait tout le suivi, qui signe les contrats et qui gère le développement, la formation, la mise en place du déploiement de la marque. Et c'est assez win-win dans le sens où il a intérêt à ce qu'il y en ait beaucoup qui ouvrent, et nous aussi. C'est vraiment une question de volume en Inde parce que on connaît tous l'indice Big Mac qui est le prix du même produit dans les différents pays. Il est très bas en Inde. Et quand tu dis sous-franchise, c'est-à-dire que cette personne peut avoir plusieurs enseignes sous le même pavillon du master franchisé. Oui. Ben, lui, il gère une 40aine de marques comme Begelstein. Il a des équipes rodées et rompues à cet exercice. Qui vont eux-mêmes aller chercher des franchisés. Exactement. Okay. Exactement. Ouais, c'est passionnant. Et c'est la première fois que vous partez sur ce modèle-là? Sur ce modèle-là, oui. Après, on a des masters franchisés en Suisse, par exemple, où ils exploitent eux-mêmes. Ils n'ont pas de sous-franchisés. Ils exploitent eux-mêmes la marque en tant que master franchisé. Ok. Et là, quand c'est comme ça, est-ce qu'en gros, cette personne prend Begelstein dans son entièreté ou elle peut faire des compromis? Alors, sur le ton, est-ce que la marque est la même? C'est marrant, quand on est arrivé en Allemagne la première fois, alors c'était en 2016, donc on était plus jeunes et moins expérimentés, on s'est contenté de traduire nos blagues qu'on a mis en Allemagne. Et ça a été un petit flop, parce que genre la vie est trop courte pour apprendre l'allemand, ou quand j'écoute du Wagner, ça me donne envie d'envahir la Pologne. Ils ont moins d'humour sur ça. Donc, on adapte toujours, mais on contrôle l'adaptation. Okay. Alors, autant que faire se peut. J'imagine que le jour où on ira au Japon, je ne suis pas sûr de pouvoir contrôler l'adaptation. En Inde, c'est en anglais, donc ça va. On peut contrôler l'adaptation. Le jour où il passe au hindi, soit je l'apprends en méthode accélérée, soit je me fais bananer. Trop bien. Mais... parce que c'est vrai que moi, c'est la question que je me pose. Souvent, je vous vois comme étant un acteur dans les salons de la franchise, ouais. etc. Et ça soulève plusieurs questions. C'est que souvent, c'est un peu des salons où tout le monde vient et vend sa propre marque. Et j'avais posé la question aussi à Christophe de Spock, qui a des marques aussi, une tonalité assez forte. Et finalement, c'est assez clivant. Donc, est-ce que quand les gens arrivent et ils te disent, moi, bonjour, j'ai un dossier, je veux ouvrir une franchise, est-ce que tu es plutôt en disant, attends, est-ce que tu sais où tu mets les pieds? Est-ce que tu mets c'est une super question. Un disclaimer on est ultra anti-vendeur. Ouais, mais que ça en est gênant. C'est-à-dire que tu viens sur la franchise où on est 15 sur le stand. Et tu me dis, moi, je viens de Clermont-Ferrand, je vais absolument ouvrir à Clermont-Ferrand, je suis venu juste pour Begelstein. Je dis, c'est super, mais c'est pas ici qu'on va parler. Donc, pour nous comprendre, il faut comprendre notre centre de production. Okay. Notre centre de production, il est à Pantin. Donc, là, on fabrique des bagels, on fabrique des cookies, des cheesecakes, mais c'est des boulangers et pâtissiers, ils travaillent la nuit. Donc, on va se voir demain matin, on va se voir à 4h. Alors, à 4h, il n'y a pas encore le métro, donc tu te démerdes pour venir. Attention, pas de montre, pas d'objet de valeur, tu viens pas avec un ordinateur, puisque ça craint quand même pas mal à Pantin. Et demain, à 4h, on parlera de tout ce que tu veux. Voilà. Ceux qui viennent, ils sont motivés. C'est Koh-Lanta, il en restera qu'un. Exactement. C'est le mec sur les poteaux. Trop bien. Et toi, justement, finalement, c'est quoi quand tu as commencé, tu as 3 succursales, aujourd'hui 83 points de vente, tu ouvres l'étranger, ça. Est-ce que ton rôle, il évolue dans le temps, tu vois, et comment il évolue? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est la course à l'ouverture? On fait les salons, on en ouvre un, on en ouvre autre, etc. Comment vous opérez cette croissance? 80 points de vente, 83, tout le monde ne les a pas. J'entends souvent parler des gens au-dessus de 100. Donc, je ne sais pas si toi, tu as une target. On a eu plus que 83. Est-ce que c'est des targets? Est-ce que c'est la course à l'échalote? Et comment tu structures quand tu passes de 3 à 10 à 20 à 30 à 50? Moi, j'entends souvent dire que c'est des effets d'escalier. Est-ce que tu confirmes? Comment tu vois ces 14 ans Mais complètement. Et moi, j'ai un double escalier. Ça rend ma vie encore plus dure, puisque comme je suis fournisseur, il faut que je produise. Et si demain, j'ai des
j'ai un nombre d'ouvertures, il faut que j'ai un nombre de fours, de boulangers, de pâtissiers, de pétrins, de chambres froides qui puissent grimper en conséquence. Donc, j'ai des investissements à faire. Donc, cette double course, elle est aussi assez complexe. Si tu veux, on a commencé avec 3 restaurants. On a eu à un moment donné 20 restaurants en succursale jusqu'au moment où on a décidé que ce n'était pas notre métier. Nous avons besoin de succursales. Ce sont nos laboratoires, nos centres de formation. Mais nous, on est franchiseurs. Et on a mis tout au centre de la franchise. À tel point que notre centre de production, notre cuisine centrale, n'est pas un centre de profit. C'est complexe à comprendre. Ce n'est pas là pour gagner de l'argent. C'est un outil. Nous gagnons de l'argent sur la franchise. Et le centre de production est un outil qui permet de préserver la qualité, de garantir que l'uniformité de la production et l'uniformité de ce qu'on trouve dans un restaurant Begelstein. Maintenant, sur la progression, il y a une blague extrêmement misogyne, j'en suis désolé parce qu'on va encore récupérer ça, de Patrick Timsit, donc c'est pas moi, à qui on demande c'est quoi votre genre de fille, et elle répondait c'est celle qu'ils veulent. Au début de l'aventure de la franchise, Gilles et moi, on nous demandait c'est quoi le profil idéal du franchisé. C'est celui qui veut ouvrir un Begelstein. Oui, c'est celui qui veut signer. Aujourd'hui, on a le luxe de refuser. Et encore aujourd'hui, j'ai refusé quelqu'un qui voulait absolument. Parce qu'on a appris qu'on perd beaucoup, beaucoup de temps, d'énergie et d'argent à accompagner quelqu'un qui n'est pas dans le mood Begelstein. Pas dans le moule, je veux pas de moule, mais il y a un état d'esprit Begelstein. Et j'entends à ce que la franchise, c'est un truc de fou quand on y pense. C'est un truc de fou. Il y a quelqu'un que je connais pas à qui je vais donner mon bébé. C'est fort quand même. Et quand j'ai un signal rouge qui s'allume avant que ça commence, je m'écoute maintenant. Je l'écoutais pas avant, mais je m'écoute maintenant. Okay. Donc t'as des red flags, quoi. Ouais. Et c'est quoi un red flag c'est on a eu tellement de trucs. C'est pas que lié finalement au dossier financier. C'est au profil de l'entrepreneur. C'est pire que ça. Moi, je ne demande jamais combien il y a sur son compte en banque. Okay. Ça se voit après. C'est exactement ce que tu dis. C'est le profil de l'entrepreneur. Quel est l'objectif? Pourquoi il veut absolument signer un contrat avec nous? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qui l'excite? Qu'est-ce qui fait qu'il va se battre? Parce qu'il faut se battre aujourd'hui auprès des banques, auprès de sa femme peut-être, auprès d'un bailleur. Qu'est-ce qui fait qu'il va se battre? Et ces axes de motivation, c'est ça qui va m'intéresser. C'est difficilement modélisable et c'est assez instinctif. Mais aujourd'hui, et peut-être que je suis passé à côté d'opportunités, et Gilles également, mais on s'écoute. On s'écoute parce qu'on a payé trop cher les fois où on avait des doutes et où on n'a pas écouté nos doutes. Okay. Donc, ce n'est pas une course à l'échalote, non. Et là, vous prenez la décision à 2. Ouais. Alors, pour la France, Gilles est beaucoup plus en contact avec eux. Et quand il a un doute, il m'en parle. À ce moment-là, on voit 2. Mais sinon, il gère plutôt seul la France. Ok. Ah, c'est intéressant. Mais c'est vrai que... j'ai trouvé, j'en parlais récemment à Emmanuel de Yogurt Factory, j'ai trouvé une enseigne au Canada qui, sur son site internet, alors c'est une franchise, sur son site internet, mais qu'elle n'a jamais fermé un restaurant en 20 ans. Et donc, elle en faisait un argument de vente, ça s'appelle Pizza Salvatore, c'est une enseigne, ils ont une centaine de pizzerias. Et donc, comment en tant que franchiseur, tu arrives aussi à... Parce que les gens en viennent, tu as de l'antériorité, donc ils pourraient dire, c'est super, vous avez pas mal de hauts, etc. Mais j'ai aussi vu qu'il y a certains trucs qui avaient fermé, comme dans toutes les enseignes aujourd'hui. Mais justement, comment tu fais de la vente et de l'anti-vente, comment tu manages la vente et l'anti-vente pour dire finalement il faut que je sois assez attractif d'un côté, parce que mine de rien, c'est ton gagne-pain. Si c'est pas la production, il faut bien qu'à un moment donné, la franchise rapporte. Et d'un autre côté, comme tu dis, ne pas mal sélectionner. Je préfère faire de l'anti-vente et être transparent et clair avec les... Moi, je parle de tous les points négatifs. On livre tous les 2 jours. Il va y avoir des jours dans l'année où le camion ne va pas arriver. Ça existe. J'en parle le premier jour. Il va y avoir des jours dans l'année où les bagels complets seront trop petits parce qu'il fait super chaud et que la masse, comme c'est des produits vivants, n'aura pas fonctionné comme les boulangers l'entendent. Ça va arriver. J'en parle le premier jour. On peut me reprocher beaucoup de choses, mais pas d'être transparent. Donc c'est très important. Maintenant, je reviens sur ton canadien, tes pizzas canadiennes. Ça se trouve, c'est faux. Alors, ça se trouve, c'est du marketing. Mais il le met sur son site. Peut-être, mais je le rapproche d'un événement ça évoque quelque chose en moi. En 2016, on a fait une levée de fonds
Et on a fait rentrer un géant suisse qui s'appelle Migros, où le président de Migros Genève est un ancien haut dirigeant de McDonald's Europe et a participé au déploiement de McDo en Europe. Et donc, il a un gros savoir-faire, retail, food, franchise, etc. Et on discute ensemble. Et à cette époque, on devait peut-être avoir une quarantaine ou une cinquantaine de restaurants. Et il me dit, mais combien tu as fermé de restaurants ? Et je lui dis, c'est quelque chose dont je suis assez fier, mais on n'a jamais fermé de restaurant. Et il me dit, ah ouais, c'est fort, c'est fort. Donc ta marque est forte. Je dis, ouais, d'accord. Et il me dit, mais donc tous tes franchisés respectent ta marque et tous tes franchisés te payent en temps et en heure. T'as pas de problème avec tes franchisés. Avec la plupart, non, mais... Ça arrive. Et il me regarde, il change de ton, il me dit, tant que tu fermes pas les franchisés qui te respectent pas, ta marque est faible. Et ça a été un changement chez nous. Et c'est un devoir que j'ai vis-à-vis de mon réseau de franchisés de faire respecter ma marque auprès de ce réseau. Et comment tu intentes ce changement ? C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on est dans un cadre juridique, surtout en France, qui est très protecteur pour le franchisé. Mais aujourd'hui, j'ai trop de respect pour mon réseau pour ne pas laisser certaines personnes gâcher cette belle aventure. Et c'est parfois pas forcément par malveillance, mais l'homme est un loup pour l'homme. Et j'avoue que y a des chemins de traverse qui sont pris. On va taper sur les doigts une fois, 2 fois, 3 fois. Et à un moment donné, pour les autres, il faut taper fort. Est-ce que le parallèle avec... je sais que tu aimes bien le sport et le foot notamment, moi aussi. Est-ce que le parallèle, souvent, on entend souvent dire qu'il n'y a rien, personne au-dessus du club, il n'y a pas aucun joueur, n'importe quelle star au-dessus. Parce que finalement, c'est un peu pareil, il n'y a rien au-dessus de la marque. Exactement. Et le parallèle est très juste. Il n'y a rien au-dessus du club pour un joueur de foot, dans le monde du foot. Et c'est vrai que c'est une passion qu'on partage. Il n'y a rien au-dessus de la marque pour un réseau de franchisés. Il ne peut pas avoir quelque chose et surtout, il ne peut pas y avoir... Alors, il y a des individualités, mais ces individualités portent chacun ce bébé-là. C'est une responsabilité qui est lourde et énorme. Demain, tu galvaudes la marque en faisant n'importe quoi, tu portes préjudice à l'ensemble du réseau. Ok. Et sur ça, maintenant, tu es intransigeant. Intransigeant. C'est intéressant. C'est quoi les next steps ? Maintenant que tu as 83 restaurants, alors tu es monté un peu plus, tu as un peu restructuré. Là, c'est justement atteindre les 100. C'est pas forcément un objectif quantitatif. Moi, aujourd'hui, on en a eu plus avec des canards boiteux à l'intérieur. Aujourd'hui, je suis ravi d'avoir un réseau qui est sain. On vit dans un monde, et tu le sais bien, de la food tech qui est passionnant parce qu'il permet aussi à notre métier d'évoluer. Et je le dis en regardant dans le rétroviseur où il y a quelques années, on se disait mais la tech et la restauration, il y a une frontière étanche entre les deux. On se met quelque chose dans le ventre et là, on est dans le virtuel. Eh ben, pas du tout. Et c'est fascinant de pouvoir travailler la data, comprendre le business. On a eu longtemps des gros problèmes parce que nos amis acteurs de la livraison, que sont Deliveroo et Uber Eats, généraient une certaine opacité dans les chiffres. Et en fait, on arrivait à savoir pour combien on vendait, mais pas forcément ce qu'on vendait. Ce qui est complètement dingue quand tu as ton meilleur client qui représente entre 25 et 30% de ton chiffre d'affaires et que tu ne sais pas ce que tu vends et que Moi, il y a un moment donné, je ne savais pas combien de bagels de saumon fumé je vendais. Sur les plateformes. Mais du coup, en général, oui. À cause des plateformes. Donc, c'est quand même fou de se dire ça. Ça a changé aujourd'hui ? Oui, ça a changé parce qu'il y a des outils de BI qui permettent d'aller récupérer l'information. Après, il y a des très bons outils, mais nous, on a fait le choix de ne pas y aller, genre Deliverect ou des choses comme ça qui permettent de récupérer très efficacement. Mais... mieux comprendre le client, mieux comprendre nos franchisés, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pour être réactif en temps réel. C'est quelque chose que j'ai vu arriver alors que ça n'existait pas. Et puis, je répète en permanence à mes franchisés que
le lien avec le client, il n'est pas que dans le restaurant. Il est aujourd'hui, il faut prendre la parole. On a des outils formidables de fidélité, et tu sais de quoi je parle, mais qui sont un lien exceptionnel entre la marque et ses clients. Et puis, il y a au début, l'alchimie pour la réussite dans la restauration rapide, c'était le concept, le franchisé et la location. Il fallait que ce triangle-là fonctionne. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais on a rajouté une première couche qui est l'expérience client. Il faut pouvoir parler, il faut qu'il se passe quelque chose dans la tête, etc. Et aujourd'hui, moi qui suis un peu plus ancien, c'est pas forcément mon cas, mais pour toute une génération, il y a les notes Google. Il y a tellement de gens qui choisissent là où ils veulent manger en fonction de la note Google. Ça devient anxiogène, quoi. Mais et puis, il faut la travailler. C'est-à-dire que arrête d'être derrière ton comptoir à attendre que les clients achètent. Parle-leur avec tes outils de fidélité, travaille ta note Google, fais en sorte qu'il se passe quelque chose, rends ton restaurant vivant au-delà de ce restaurant. Et c'est aussi une révolution. Donc c'est compliqué d'être franchisé dans la bouffe. Et puis là-dessus, rajoute-toi une couche de va chercher du B2B et tu dors bien la nuit. Hein. Et les JO. Et les JO, et les gilets jaunes, et les élections. Ouais. Dans ce cas-là, il ne faut plus monter de restaurant alors. Mais si, parce que c'est un tel kiff. Et il n'y a rien qui me fait plus kiffer que de voir un franchisé heureux dans son restaurant. Trop bien. Et toi, tu laisses justement, la marque est forte. Et la communication, tu dis, mine de rien, les gens doivent se l'approprier. C'est-à-dire que tu laisses la main au local de communiquer. Je leur impose d'avoir une communication locale et de n'être pas le seul à faire la communication. Oui, parce que je ne serai jamais aussi proche de mes clients qu'ils le sont. Nous, on a des équipes qui sont prêtes à les aider, prêtes à les alimenter en outils, mais il faut faire quelque chose. Il faut rendre son restaurant vivant localement. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, comment vous continuez à opérer les succursales? Maintenant que vous êtes passé sur un métier de franchiseur, c'est quoi? C'est un business à part ou tu le considères comme finalement des franchisés mais qui sont un peu internalisés? Non, on a essayé de les considérer comme des franchisés internalisés, mais le moteur n'est pas le même. Oui, il n'y a pas d'entrepreneur sur place. Non, et du coup, l'acte de vente, la motivation, quand bien même il y a des incentives chez nos managers, mais on l'a vu parce qu'il nous est arrivé de racheter un restaurant à un franchisé et de le récupérer en succursale, ou à contrario, d'avoir une succursale qu'on a vendue à un franchisé. Et il y a 30% d'écart de chiffre d'affaires. Dans les deux sens, ça se prouve. Donc, la motivation, le fait d'avoir mis souvent les économies d'une vie dans un projet, c'est déjà un excellent levier de motivation que n'a pas le manager d'un restaurant succursale. Ouais, c'est compréhensible. Et 83 restos en France et en Europe, j'ai lu une centaine d'ouvertures en Inde. Alors, comment on arrive à se dire, est-ce que c'est un effet d'annonce ou est-ce que vraiment tu te dis là, ça y est, pour les 5-10 prochaines années, c'est mon marché que je vais le plus explorer? J'espère que ce n'est pas mon marché, mais un des marchés que je vais explorer. Non, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est mon master franchisé qui s'est engagé pour ce chiffre. Ok. C'est un pays tellement fascinant, tellement vaste et dans lequel tout peut arriver vite que je ne suis pas inquiet. Après, mais ce n'est pas la même échelle, finalement. Non. Et je le vois au sein de la franchise où le nombre de contacts qu'on a eu, quand je le mets au regard du nombre de contacts qu'on a en France, c'est vertigineux. Après, je ne sais pas encore ce qui va se transformer. Mais le fait est que si on a des ratios même divisés par 10 de transformation par rapport à ce qu'on a... on fait déjà fois X. Exactement. Donc, après, c'est encore tôt, puisqu'il n'y a pas encore d'ouverture, mais selon la manière dont la marque sera réceptionnée dans le pays, ça peut aller vite. Ouais. Donc les premières ouvertures sont clés. Et c'est quoi le niveau de risque que prend la marque ou toi et Gilles par rapport à ça? Est-ce que c'est finalement que ça marche ou pas? De toute façon, c'est eux qui ouvrent et qui prennent le plus gros des risques. Nous, on a vendu la marque, ou on a loué la marque. Ou est-ce qu'il y a quand même une prise de risque de vous deux sur ces projets? Alors, il y aura peu d'impact sur la marque en termes de visibilité s'il y a un échec. Par contre, il y a un gros engagements aujourd'hui en temps, un petit peu en argent quand même, parce que
Aujourd'hui, j'ai eu 3 calls avec l'Inde. Demain, j'en ai 3 autres. C'est autant de temps passé qui, je l'espère, vont se transformer. Donc, il n'y aura pas de gros impact sur la marque, mais ça sera une déception par rapport à un investissement en ressources, en mobilisation des équipes et en travail. Ouais. Trop bien. Ben, on peut ne souhaiter que des centaines d'ouvertures en Inde. Est-ce qu'il y en a d'autres pays où tu lorgnes un petit peu le Moyen-Orient, on est bien avancé aussi. Pareil, master franchisé. Ouais. Angleterre, master franchisé. Ouais. Allemagne aussi. L'étranger ne se fera qu'avec des masters franchisés. Okay. Et donc c'est toi qui gère un peu tous les pays sur ce sujet. Okay. Absolument. Et ça se gère différemment qu'un franchisé, j'imagine. Oui, c'est pas la même ambition, c'est pas les mêmes moyens, mais c'est aussi pas les mêmes attentes, c'est pas la même exigence. Ils sont rodés parce qu'en général ils ont d'autres marques, ce qui facilite d'un côté, mais complexifie aussi les choses. Il faut beaucoup plus de process. Des bêtises comme avoir tout dans d'autres langues, que ce soit la caisse, les business plans, les modes opératoires, les fiches techniques. C'est compliqué. Quel est le prix recommandé pour un bagel saumon fumé à Mumbai? Il faut que je puisse apporter des réponses. Donc c'est d'autres enjeux, mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. J'ai entendu ça récemment aussi. Thierry, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Et puis, merci à toi, Ludwig. Tu reviendras nous parler des ouvertures en Inde. Avec grand plaisir. Parce que je pense que ça va intéresser tout le monde de savoir ce qui se passe. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.